Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on vous présente une entrevue avec une spécialiste de cosmologie, l'astrophysicienne Françoise Combe. Elle est professeure au Collège de France à la chaire Galaxie et Cosmologie. Durant sa longue carrière scientifique, qui s'étend sur 45 ans, elle a entre autres œuvré comme astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi que dans nombre d'observatoires à travers le monde. Dans cet épisode, on va aborder un volet de l'exploration spatiale qui n'est pas toujours facile à comprendre. On va parler de cosmologie. Je vous avertis, c'est un balado relevé, comme vous allez le constater. Madame la professeure Combe aborde des notions complexes aujourd'hui. On parle donc de cosmologie et qui est la branche de l'astrophysique qui s'intéresse aux grandes questions fondamentales. D'où vient l'univers? Comment évolue-t-il? Et vers quoi s'en va-t-on? OK, donc place à l'entrevue. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon collègue Claude Lafleur et son invité. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'espace. Bonjour, professeur Combe. Merci beaucoup de m'accorder de votre temps. C'est vraiment très apprécié, à la fois de ma part et sûrement de nos auditeurs. Moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous. Comment, jeune fille, jeune femme, comment vous êtes venue à vous intéresser à la science et éventuellement à l'astronomie? Bonjour, alors cher Claude Lafleur et chers auditeurs. Donc, comment je suis arrivée à l'astronomie? En fait, contrairement à mes collègues qui certains faisaient déjà des observations dans leur jardin avec un petit télescope, moi pas du tout. En fait, je suis venue un peu tard à l'astrophysique. Quand j'étais jeune, j'avais envie de faire de la recherche. En fait, j'étais passionnée par des grands chercheurs qui avaient révolutionné leur secteur. Alors vraiment très grands, comme par exemple Copernic, qui tout d'un coup avait placé la Terre à sa bonne place, non pas au centre de l'univers, mais ailleurs. Ou bien alors même en biologie, Pasteur, c'était une idole pour moi, parce qu'en fait, rien qu'avec des travaux de laboratoire et des travaux de médecine, il avait réussi à faire un vaccin. On voit qu'on en a bien besoin en ces temps-ci et que ça pouvait faire un bien énorme à l'humanité. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que par un travail de recherche, on puisse avoir un impact aussi grand sur notre vie de tous les jours. Donc, c'est ça qui m'avait plu. Je me dis, sans doute, dans le futur, j'aimerais bien faire de la recherche aussi. Vous avez commencé sur les épaules de géants. Voilà, c'est ça, exactement, d'extrêmes géants. Mais sans me savoir exactement ce qu'il fallait faire pour vraiment faire de la recherche. Et peu à peu, j'ai fait des études et j'allais toujours aussi loin que les études me menaient. On disait qu'il fallait pas choisir trop vite. Donc, j'ai fait des maths, de la physique et des maths, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai passé un concours à l'École normale supérieure en maths, en fait. Et quand j'ai passé ce concours à l'oral, les professeurs m'ont dit « Ah, vous devriez faire de la physique ». Parce qu'au début, c'était très abstrait. Je pensais que c'était les maths le plus intéressant. Et en fait, ils m'ont dit « La physique, ce sera beaucoup mieux pour vous ». Bon. Très bien. Donc, je me suis dit « Ok, je vais m'intéresser à la physique ». Et en effet, j'ai fait des masters, ce qu'on appelle master aujourd'hui. C'était des diplômes d'études approfondies autrefois. Et ça, je l'ai fait en physique. Okay. À l'école normale, on faisait de la physique atomique, de la physique quantique, de la physique moléculaire. Donc, c'est dans ce master que je me suis dirigée. Et puis, à la fin du master, il fallait faire une petite thèse de 3e cycle. C'était pas comme un PhD aujourd'hui, c'est une thèse de 1 an ou 2 pour voir un peu si on aime faire la recherche. Donc là, c'est là qu'il a fallu choisir un thème. Et en faisant un petit peu une visite des laboratoires, j'ai été vraiment attirée par la cosmologie. La cosmologie, c'est savoir tout ce qui nous entoure, quelle est l'origine des grandes structures, des galaxies, des planètes, des étoiles et pourquoi nous sommes là en tant que Terre. Absolument. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et à l'époque, il y avait Schatzmann, il y avait Omnes. J'étais allée les voir et ils s'intéressaient à une idée d'univers qui était symétrique entre la matière et l'antimatière. C'était ce qui allait à l'époque. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout pourquoi il y aurait une asymétrie entre matière et antimatière. Pour l'instant, dans les accélérateurs, la matière et l'antimatière est parfaitement symétrique. On a un proton, un antiproton, c'est la même masse. Il y a une charge opposée, c'est tout, mais tout le reste est identique.
Et donc, dans l'univers, là, près du Big Bang, lorsque il y a une énorme température, une énorme énergie, il y a beaucoup de lumière, de photons. Et ces photons sont tellement énergiques qu'ils créent des paires matière-antimatière tout le temps. Ouais, oui. Ces paires s'annihilent, puis se refont des photons, etc., etc. Mais lorsque l'univers est en expansion, la température diminue. Il arrive un moment où les photons n'ont plus assez d'énergie pour faire matière-antimatière. Donc finalement, la matière s'annihile avec l'antimatière, et si c'était complètement symétrique, il ne devait y avoir rien du tout. Exactement. On n'existerait pas. On n'existerait pas. D'où c'était très intéressant de savoir pourquoi. Et en fait, on pense qu'il y a un petit excès, d'1 milliardième, donc très petit excès, de matière sur l'antimatière. Et on est obligé de le postuler. On ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. Donc, l'hypothèse que Omnes et Schatzman faisaient à l'époque, c'est de dire que peut-être l'univers était une émulsion, un petit peu comme une émulsion de huile et de vinaigre. Donc, c'est des matières et antimatières ne se mélangeaient pas. Il y avait un groupe de matière d'un côté, un groupe d'antimatière de l'autre. Ça pourrait faire des galaxies de matière et des galaxies d'antimatière. Et évidemment, elles pouvaient s'annihiler un petit peu lorsqu'elles se rencontrent, mais elles pouvaient quand même vivre très longtemps en tant que galaxies de matière. Mais on a fait des travaux là dans ce cadre de ce modèle, et puis aussi les rayons gamma qui proviennent de l'annihilation lorsque deux galaxies se rencontrent auraient dû être détectés, et on l'a pas détecté. Ouais. Donc c'est un modèle qui nous avons abandonné au bout d'un an, comme beaucoup de théories d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait beaucoup de théories. Il y a 90% des théories qui est obligée d'être abandonnée. Car on cherche toujours la théorie miracle qui va tout expliquer. Absolument. Moi, juste avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais savoir comment on devient astronome. C'est quoi votre parcours? Donc, vous avez d'abord une formation de physicienne quand même assez avancée. Et là, voilà. vous avez, est-ce que vous êtes naturellement venu à l'astronomie ou il a fallu que vous reçuiez une nouvelle formation? Comment ça s'est passé? Non, en fait, quand on fait un master de physique atomique, en fait, l'astrophysique, c'est toutes les physiques à la fois. Oui. Dans l'astrophysique, il y a de la physique nucléaire, il y a de la chimie interstellaire, il y a de la dynamique, la mécanique, il y a de la thermodynamique. Il n'y a pas de master d'astrophysique en quelque sorte. On peut dire que c'est un master de physique, et la physique quantique et la physique atomique que j'avais faite m'a beaucoup servi aussi, parce que j'ai observé ensuite des molécules dans le milieu interstellaire. Il fallait connaître la nature les raies des molécules, donc la physique de la molécule. Et donc ça m'a servi aussi. Donc toute la physique, ça sert en fait. Donc c'est juste à la sortie de ce master qu'il fallait choisir un sujet, et j'ai choisi l'astrophysique. OK. Vous avez donc été mené naturellement vers l'astronomie et vers éventuellement les galaxies. On voit votre intérêt. Voilà. La cosmologie au départ. Et qui nous mène aux galaxies. Dites-moi, on va parler des galaxies, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est une galaxie? Comment on peut définir en termes simples? Parce que des fois, les gens se mélangent un peu entre les différents concepts d'astronomie. Qu'est-ce qu'une galaxie? Comment vous le définissez? Alors, une galaxie, c'est un grand ensemble d'étoiles surtout. Ensuite, il y a du gaz. Atomique, moléculaire. La principale composante du gaz, c'est de l'hydrogène. Et puis, il y a de la poussière aussi. C'est pour ça que quand on regarde la Voie lactée, qui est notre propre galaxie dans le ciel, on voit une bande blanche. C'est pour ça qu'on l'appelle Voie lactée. Et puis, il y a aussi des traînées de poussière noire qui absorbent la lumière des étoiles derrière. C'est pour ça qu'on voit des traînées noires. Oui. Donc, la poussière, elle a très peu de masse, mais elle a une grande importance lorsqu'on regarde une image optique d'une galaxie, car elle absorbe la lumière des étoiles, et donc ça fait des traînées. Ça, c'est important. Donc, la poussière, le gaz, les étoiles, et puis il y a énormément de matière noire qui retient tout ça ensemble. Oui. Dont on va parler un peu tantôt. Donc, c'est un grand nuage de gaz dans lequel il y aurait des milliards d'étoiles, des quantités astronomiques de poussière, etc. C'est ça une galaxie. C'est ça une galaxie. OK, exactement. Si on revient un peu en arrière, si on recule il y a 100 ans, mettons, en 1920 à peu près, on avait une vision de l'univers très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que c'était l'univers selon notre conception il y a 100 ans? Alors, il y a 100 ans, c'était tout petit, notre univers. Absolument. Parce qu'on pensait que c'était juste la Voie lactée, en fait. Et c'était déjà plus grand que les précédents cosmologistes. La cosmologie de l'Antiquité, notre cosmologie, c'était juste le système solaire, en fait. Hein. Donc, on n'a fait qu'agrandir notre univers au fur et à mesure des connaissances. Donc, au XXe siècle, il y a un siècle, on avait juste la Voie lactée. Donc, on pensait que tout l'univers se résumait à notre Voie lactée. Voilà. Et pourquoi? Parce que on voyait bien
les galaxies qu'on connaît aujourd'hui, Andromède par exemple, ou la galaxie des chiens de chasse, mais c'était des nébuleuses. On l'appelait nébuleuse parce que ça avait l'air du gaz, en fait. On ne pouvait pas séparer les étoiles, donc on a l'impression d'un nuage de gaz. Et comme la nébuleuse d'Orion, qui est dans la Voie lactée et qui est juste du gaz excité par les étoiles qui se forment dans le nuage et qui excite par la lumière le gaz qui rayonne, un gaz ionisé qui rayonne. Donc on pensait que la nébuleuse d'Andromède, c'était du gaz dans la Voie lactée. C'est pour ça qu'elle s'appelle nébuleuse. Mais on voit bien que c'est un contresens. On l'appelle toujours nébuleuse d'Andromède, mais ce n'est pas une nébuleuse. C'est une galaxie. Et ça, on ne le savait pas il y a un siècle. Donc, il y a un siècle, on sait qu'il y a notre galaxie qui est la Voie lactée. On pense que c'est tout l'univers dans lequel il y a des nuages de poussière, des nuages de matière dont on ne distingue pas la nature. Et on appelle ça des nébuleuses. Quand on dit que quelque chose est nébuleux, c'est un terme d'astronomie qu'on emploie dans le fond. Voilà, exactement. Et il y avait un grand débat en 1920. En 1920, entre Shapley et Curtis, qui étaient deux astronomes américains. Et il y en avait un qui disait, notre galaxie est très grande, en fait, et contient toutes ces nébuleuses. Et puis, l'autre disait, mais c'est pas possible, on peut pas avoir une galaxie aussi grande, car on avait une notion de distance. Et la distance en astronomie est fondamentale. Et au début du XXe siècle, il y avait une astronome, Henrietta Leavitt, qui était américaine et qui regardait les étoiles de la Voie lactée et regardait surtout les étoiles variables. Et c'était une tâche assez fastidieuse. Il fallait regarder toutes les étoiles, les compter, et regarder celles qui étaient variables, qui variaient en luminosité toutes les nuits. Donc c'était un travail continu toutes les nuits. Et elle avait observé 2000 étoiles variables, ce qui était énorme. Elle avait fait un énorme travail et elle avait remarqué que la période de variation de luminosité de ces étoiles variables était proportionnelle. Il y avait une relation entre la période et la luminosité intrinsèque de ces étoiles. Et ça, c'était fantastique parce que ça va nous servir pour indiquer quelle est la distance des étoiles. En effet, lorsque on mesure la période de variabilité, ça dépend pas de la distance. Donc on peut mesurer cette période et puis on a une luminosité apparente de l'étoile. Et si on sait qu'il y a une relation entre la période et la luminosité intrinsèque, on peut en déduire le rapport entre luminosité apparente et intrinsèque nous donne la distance. Donc ça, c'était un formidable élément qui commençait à ébranler cette histoire de Voie lactée énorme qui contenait tout l'univers, et parce qu'on voyait que, par exemple, Edwin Hubble avait regardé la nébuleuse Andromède, avait commencé à voir ces fameuses étoiles variables qui sont appelées céphéides et dont on connaît la période en fonction de la luminosité. Et donc, il avait vu ces céphéides dans Andromède et avait commencé à dire, oula, elle est très distante. Pas tout à fait la distance qu'on connaît aujourd'hui, qui est 2 millions d'années-lumière de nous. Et ça peut pas être la taille de la Voie lactée, elle est bien au-delà, donc ça va être un monde à part, une galaxie à part. Et c'est là que ça a commencé. Donc en 1920, on a commencé à dire, non, c'est pas possible. Tout n'est pas dans la Voie lactée. Et notre univers s'est tout d'un coup agrandi énormément. Absolument. On a déterminé la distance d'autres galaxies. Et c'était même le moment où on voyait la vitesse aussi. On faisait le spectre des galaxies. Basto Slipher qui regardait le spectre. Et il s'étonnait que toutes les galaxies semblaient s'éloigner de nous. Il y avait un effet Doppler. Et l'effet Doppler montrait que les vitesses étaient décalées vers le rouge. Toutes les galaxies s'éloignaient. Et c'était pas avec une petite vitesse, c'était 1000 à 2000 km par seconde. Absolument. C'était une énorme vitesse. Et elles s'éloignaient toutes de nous, ce qui a fait penser ensuite, donc peu à peu, Hubble avait fait une compilation de tous les résultats observationnels et avait montré que finalement, il y avait une loi entre la vitesse d'éloignement apparente de ces galaxies et leur distance qu'ils pouvaient avoir avec des céphéides, par exemple. Et donc, il y avait une loi qu'on appelle maintenant loi de Hubble, mais qu'on pourrait appeler loi de Hubble-Lemaitre. C'est ça. Et qui nous dit que la vitesse apparente d'éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance. Si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, si je ne m'abuse, quand on pensait que notre galaxie, la Voie lactée, c'était l'univers en entier, on se plaçait au centre de l'univers. Hein? On pensait encore une fois, comme Copernic. C'est ça, exactement. C'est un peu une tendance chez les hommes de se placer au centre de l'univers. Mais il y avait une bonne raison pour laquelle on se croyait au centre de l'univers, c'est que on n'avait pas pris en compte l'obscuration des poussières.
OK. Et ça, c'est Captain, justement, à Groningen, avait eu l'idée de faire la cartographie de toutes les étoiles qu'il voyait avec ses télescopes en fonction de leur distance. Et tout d'un coup, comme il n'avait pas pris en compte l'obscuration, il avait dit, bon, ben, chaque étoile doit en gros avoir la même luminosité en moyenne. Oui. C'est peut-être vrai, oui. Et donc, les plus faibles, je vais les mettre plus loin. Et donc, finalement, évidemment, les plus brillantes sont tout près du Soleil. Et puis ensuite, plus on s'éloigne, plus elles deviennent faibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont obscurcies par la poussière. Et non pas parce qu'elles sont loin. Et donc, nous, on était au centre parce que, tout simplement, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a de plus en plus de poussière. Et puis après, on voit plus rien. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un petit peu comme celui qui se promène la nuit avec une lampe de poche et il voit un rayon lumineux autour de lui. Et il est toujours au centre du rayon lumineux. Absolument. Ah, c'est une belle image. OK. Ce qui fait que avant, à l'époque où on pensait que l'univers était formé d'une galaxie, on était au centre de l'univers. Et maintenant, avec les découvertes de Hubble, où on voit que toutes les galaxies s'éloignent de nous fuient, on est encore au centre de l'univers. Ou en tout cas, on a l'apparence d'être au centre de l'univers. Et c'est l'apparence, uniquement l'apparence, en effet, parce que chaque observateur, l'univers est sans doute infini à notre échelle, et donc chaque observateur est au centre de son horizon. En plus, il y a un horizon. Pourquoi? Parce que même si l'univers est infini, on ne pourra pas voir au-delà d'une certaine distance. Simplement parce que lorsque on voit de plus en plus loin, et grâce au télescope spatial Hubble qui nous permet de voir très très loin dans l'espace, on remonte le temps. En fait, quand on regarde loin, on est obligé de remonter le temps. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc, elle est de 300 000 km par seconde. Donc, le signal qui nous a été envoyé par une galaxie qui est à 10 milliards d'années-lumière de nous, eh bien, ce signal, il a mis 10 milliards d'années à nous parvenir. Et donc, lorsqu'il nous arrive, on voit le signal qui a été envoyé lorsque la galaxie était toute jeune. Aujourd'hui, elle a 10 milliards d'années, mais elle était toute jeune. Donc, on remonte le temps. Enfin, oui. Comment on explique le fait que toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous alors qu'on n'est pas au centre de l'univers? Et oui. Alors, justement, ça, c'est un gros problème. Au début, les gens pensaient à un effet Doppler. Mais ce n'est pas un effet Doppler, justement. Et ça, c'est l'abbé Lemaître, Georges Lemaître, qui l'a trouvé en premier, dans les années 1920, justement. Il avait fait un postdoc, on dirait un postdoc aujourd'hui, en Californie, et il avait justement vu toutes les observations de galaxies qui semblaient s'éloigner de nous. Il avait regardé Hubble, etc. Et il voyait que ce n'était pas possible qu'on ait toutes les galaxies qui s'éloignent de nous et de tout observateur. Et il avait fait le rapprochement avec les équations d'Einstein qui venaient juste d'être découvertes en 1915. Il y avait la relativité générale et Einstein avait compris que la gravité n'était pas une force comme les autres, mais c'était une déformation de l'espace. Et il avait écrit quelques équations qui reliaient tout le contenu de l'univers à sa géométrie. Le rayon de l'univers, et vous pouvez aussi regarder l'évolution avec ces équations de l'univers. L'univers, en fait, il était soit en expansion, soit en contraction. Il y avait ça qui était contenu dans ces équations. Et donc, l'abbé Lemaître, il s'était dit, eh bien, c'est ça que l'on voit. C'est-à-dire, c'est l'espace qui bouge, les galaxies ne bougent pas. Alors, il faut s'imaginer l'image d'un ballon à 2 dimensions, bien sûr, parce qu'on va pas faire une image à 3 dimensions, c'est un peu compliqué de s'imaginer tout ça. On va supposer que l'univers est à 2 dimensions, c'est la surface du ballon. Oui. Et on va supposer qu'il y a des points sur le ballon, ce sont les galaxies. Et on gonfle le ballon, alors on voit bien que le ballon gonfle, et les galaxies ont l'air de s'éloigner les unes des autres avec une vitesse apparente qui est proportionnelle à leur distance sur le ballon. Mais évidemment, elles sont immobiles, toutes ces galaxies, elles sont sur le ballon immobiles. C'est juste l'espace qui bouge. Oui. Et donc, ce n'est pas un effet Doppler, c'est une déformation de l'espace, une expansion de l'espace. Et c'est la loi de Hubble. C'est ça. Nous, exactement, le Hubble-Lemaître, comme on l'a fait dans les années 90. Nous habitons donc la Voie lactée, notre galaxie. Pourriez-vous nous la décrire? À quoi ressemble notre galaxie, ses dimensions, de quoi elle est faite? Oui, alors notre galaxie, c'est une galaxie un petit peu commune. Comme d'ailleurs le Soleil est une étoile un peu commune. On est toujours autour des objets un peu communs, dans la moyenne, pas extrême. On est une galaxie spirale barrée, comme il y en a le plus souvent, parce que les galaxies spirales, c'est la majorité des galaxies dans l'univers. Et parmi les spirales barrées sont la majorité des galaxies. Donc nous sommes en effet dans la majorité, c'est-à-dire une galaxie spirale barrée, donc très commun. Juste
juste expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire barré? Qu'est-ce qu'une galaxie barrée? Oui. Alors, on sait qu'il y a des spirales, hein, des bras spiraux dans les galaxies. On le voit dans les images, par exemple, l'image de Hubble, les super images. Et souvent, il y a une barre d'étoiles, c'est-à-dire comme une barre, un bâton. Un bâton. Et les bras spiraux partent au bout du bâton. En quelque sorte. Donc, c'est une barre d'étoiles qu'il y a au centre de la galaxie. Et on sait que notre galaxie, elle est spirale barrée aussi, il y a une barre. Et donc, nous sommes au centre dans le centre du plan de la galaxie. Et donc, c'est pour ça qu'on voit la galaxie par la tranche. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poussière, de gaz qui est par la tranche et qui obscurcit beaucoup. En visible, on voit que les bras spiraux, au voisinage du Soleil, on n'arrive pas à observer jusqu'au centre de la Voie lactée. Pour aller voir jusqu'au centre de la Voie lactée, il faut aller en infrarouge proche, 2 microns de longueur d'onde. Et pourquoi? Parce que il y a des poussières qui ont de la taille de la longueur d'onde visible, 0,5 microns. Là, ce qu'on voit, c'est 0,5 microns de longueur d'onde. Donc, il y a une résonance entre les grains de poussière et la longueur d'onde visible et ça absorbe énormément. Alors qu'à 2 microns, il y a très peu de grains de poussière à 2 microns. Et donc, la lumière passe. Elle n'est pas arrêtée par les grains de poussière. Et donc, on peut aller voir jusqu'au centre. Et c'est comme ça qu'on voit le centre de la galaxie. On voit qu'il y a une barre, etc. Tout ça, on le connaît par toutes les longueurs d'onde qu'on a vues. Et puis, les tailles. Alors, la taille, en diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Quand on voit la taille du Soleil, le Soleil à partir du centre, on est à 20 000 années-lumière du centre. On est en banlieue. En banlieue. En périphérie. Et non pas au centre. Et non pas au centre. OK. Et notre galaxie est composée de quoi? 200-300 milliards d'étoiles? 300 milliards d'étoiles, oui. Il y en a à peu près comme les neurones dans notre cerveau. C'est quand même facile. OK. Intéressant. OK. Et ça, c'est une galaxie qui ressemble bien à l'ensemble des autres galaxies, qui reflète bien l'ensemble des galaxies, ou elle est... Oui. Une galaxie spirale barrée, il y en a beaucoup. Alors, Andromède, c'est aussi une galaxie spirale, mais elle est vue presque par la tranche, donc on n'arrive pas à voir s'il y a une barre ou... On sait qu'il y a des bras spiraux, mais c'est tout. La galaxie des chiens de chasse, qui est Messier 51, est bien connue. Elle est très spirale, il y a une toute petite barre au centre. Donc la nôtre a une barre un peu plus grande. Il y a Messier 83 qui est une belle galaxie barrée, une belle barre, et puis des bras spiraux. On ressemble un peu à ça, une galaxie spirale barrée. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des galaxies qui sont barrées, ou la plupart des galaxies sont barrées, puis d'autres ne le sont pas? Est-ce qu'on sait ce qui fait qu'il y a une barre qui se forme? Oui. On sait maintenant depuis les années 80, justement, parce qu'on a eu des ordinateurs pour simuler la formation d'une galaxie. Parce que avant les ordinateurs, avant les années 80, on avait des théories analytiques. Et pour essayer de savoir comment les bras spiraux se développaient, il y avait des théories donc avec un papier, un crayon analytique, et on a été obligé de faire beaucoup d'approximations. L'approximation principale, c'était que les bras étaient très enroulés. Sinon, on ne pouvait pas faire de calcul. Et donc, on avait pris l'hypothèse au départ que toutes les galaxies étaient spirales très enroulées. Évidemment, la barre, c'est quelque chose qui n'est pas enroulé du tout. C'est le contraire de ce qui est enroulé. Donc, on n'avait absolument pas supposé qu'il y avait des barres et on avait complètement ignoré. Donc, on pensait que les barrés, c'était l'exception. On pensait que tout le monde était spiral. Et en fait, quand on regarde dans les classifications de galaxies, même la classification de Hubble, il y a 2/3 des galaxies qui sont barrées. Et quand on a fait des premières simulations numériques, donc on met des points, des étoiles dans l'ordinateur et on fait interagir tous ces points avec eux-mêmes par la force de gravité de Newton. Et on voit que même si un disque est homogène au départ, il tourne, c'est comme un disque qui tourne sur lui-même. Et puis l'instabilité de la gravité, l'instabilité gravitationnelle, va tout de suite former une barre et une spirale. OK. C'est un phénomène naturel. C'est spontané. C'est spontané. C'est une instabilité spontanée gravitationnelle. OK. Donc, vous me parlez de 2 sortes de galaxies, c'est-à-dire les barrées et non barrées. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui distinguent les galaxies entre elles? Oui, alors il y a des galaxies spirales barrées et non barrées. Il y a aussi des elliptiques. Okay. Il y a des elliptiques qui sont pas des disques, en fait. Ils sont comme des sphéroïdes. Des grosses patates, mais un peu aplaties. Et en général, beaucoup moins aplati qu'un disque. Un disque peut avoir un rapport d'axe entre épaisseur et longueur qui est un facteur 10 ou plus. Oui. Et là, c'est un facteur 3 ou 4 seulement entre les axes des sphéroïdes. Donc, c'est vraiment une patate. Et on savait pas très bien quel était l'équilibre de ces galaxies elliptiques. On n'arrivait pas à déterminer la rotation. Et en fait, elles ne tournent pas.
Donc, elles ne sont pas aplaties par la rotation, comme les disques le sont, Oui. et par des dispersions de vitesse anisotropes. Donc, on a une dispersion dans un sens qui fait un grand axe, et puis dans l'autre sens, la dispersion de vitesse n'est pas grande et ça fait un petit axe. Donc, on a un cigare, en quelque sorte. Oui. Et pourquoi on a ces cigares? On a compris que c'est parce que les elliptiques étaient dues à la fusion de deux galaxies spirales. Donc, au début, on a beaucoup de gaz et ça s'aplatit en disque. Toutes les galaxies s'aplatissent en disque. Donc, on forme les spirales d'abord. Et ensuite, les galaxies vont fusionner, interagir et fusionner entre elles. Et lorsqu'on a deux disques qui fusionnent, surtout avec une géométrie qui n'est pas parallèle, les disques n'arrivent pas parallèles entre eux. Oui. Et bien, à ce moment-là, on va former un sphéroïde, une espèce de chaos, et on va annuler le moment cinétique de rotation. Et on va avoir une galaxie elliptique. Oui. Est-ce qu'il existe des galaxies parfaitement sphériques ou à peu près parfaitement sphériques? Eh bien, non. Non. Eh bien, non, on le sait qui est très bien, et même d'ailleurs dans les simulations numériques aussi. Alors, on a fait des simulations numériques déjà rien qu'avec la matière noire, qui est le composant essentiel de la galaxie. Et même cette matière noire, qui pourtant n'a pas de dissipation, il n'y a pas de rayonnement, donc elle ne dissipe pas son énergie, eh bien, toutes les galaxies qui se forment ont un aplatissement. C'est jamais sphérique, c'est toujours aplati dans un sens. OK. Vous avez mentionné il y a quelques secondes qu'il y a des galaxies qui rentrent en collision les unes avec les autres. C'est assez étonnant si on considère la taille de l'univers, le fait que les galaxies sont à des millions de kilomètres les unes des autres, si ce n'est pas davantage. Comment expliquer que l'univers étant si vaste qu'il y a des galaxies qui rentrent en collision? Puis même, je pense que le télescope Hubble nous a montré parfois 2, 3, 4 galaxies en collision. Comment expliquer le phénomène? Oui, c'est vrai que c'est une grande question qu'on pourrait se poser, parce que si les galaxies étaient réparties de façon homogène dans tout l'univers, elles ne devraient pas se rencontrer, parce que l'univers est pratiquement vide et très peu peuplé. Mais elles ne sont pas disposées de façon homogène dans l'univers, et quand on voit des simulations numériques de formation de l'univers à partir du Big Bang, c'est-à-dire à partir de fluctuations initiales très petites, on voit que ce qui va se former, ce sont des filaments cosmiques. Il va y avoir des filaments un peu plus denses. Et puis, entre les filaments, il y a le vide. Et donc, les galaxies vont se former dans les filaments. C'est des filaments de matière noire et matière ordinaire. Et les galaxies vont se former dans les filaments. Et finalement, elles se forment déjà dans les surdensités de l'univers. Et elles sont déjà très proches les unes des autres. Elles sont presque déjà reliées gravitationnellement les unes les autres. Et elles ne sont pas dans les vides. Donc, finalement, elles sont déjà dans les villes, si on veut dire, par rapport à la campagne. Oui. Et donc, elles se rencontrent tout le temps. OK. C'est ce qui fait qu'il y a des collisions de galaxies. Comment se passe une collision de galaxies? On pourrait penser que ça doit être catastrophique, mais je pense que c'est pas le cas. Hein? Ah non, c'est pas si catastrophique que ça, parce que les étoiles ne se rencontrent jamais. En fait, les étoiles sont très très loin. Elles sont presque des points. Et entre une étoile et une autre, notre plus proche, là, la Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière. Oui. Donc, c'est quand même loin par rapport à la taille de l'étoile, qui est un point. Une tête d'épingle avec cette taille-là. Donc, et en moyenne, on a cette distance moyenne entre les étoiles. Dans tout l'âge de l'univers, dans 13 milliards d'années, il n'y a aucune rencontre entre étoiles. Elles ne se rencontrent pas. Non seulement comme des étoiles de billard, des de billard, mais aussi elles ne se freinent pas gravitationnellement. Donc, elles ne se voient pas. Elles passent en ligne droite. Tellement elles sont loin les unes des autres. Donc, elles ne se voient pas. Donc, lorsque deux galaxies rentrent en collision, eh bien, on va voir les deux galaxies se fusionner, mais les étoiles ne vont pas se voir. Elles vont se traverser l'une l'autre. Et puis, il y a seulement le gaz qui va se voir. Le gaz qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus étendu. Et le gaz, surtout l'hydrogène atomique, va se rencontrer, va avoir des ondes de choc. Et c'est pourquoi, lors de la rencontre des galaxies, on a quand même des formations d'étoiles, de flambées de formations d'étoiles, car les ondes de choc qui sont produites dans le gaz vont provoquer son effondrement. OK. C'est comme deux nuages, comme les nuages qu'on a dans le ciel, deux nuages qui se rencontraient l'un envers l'autre, l'un à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas une collision frontale. Voilà. Est-ce que quand deux galaxies se rencontrent, est-ce qu'elles se fusionnent nécessairement ou ça arrive que des fois, l'une passe à travers l'autre et continue son chemin? Alors, c'est rare, mais en effet, c'est possible lorsqu'elles ont une vitesse relative très, très grande. Beaucoup plus grande que la vitesse d'échappement. Ouais. Alors, la vitesse d'échappement entre deux galaxies, typiquement, ce serait 500 km par seconde. Donc, lorsque les vitesses relatives sont bien plus grandes que 500 km par seconde, alors ça arrive, c'est des trajectoires hyperboliques, et ça arrive surtout dans les amas de galaxies.
parce que les galaxies ont une très grande vitesse les unes par rapport aux autres. Elles ne se rencontrent pas beaucoup. Elles se sont rencontrées avant que la masse se soit formée. Et à ce moment-là, avant, dans les petits groupes, les vitesses relatives des galaxies entre elles ont plutôt 200 km par seconde. À ce moment-là, c'est inférieur à la vitesse d'échappement, et même si c'était égal, il y a une friction dynamique qui ralentit les galaxies l'une par rapport à l'autre, et donc elles spiralent l'une vers l'autre, et puis elles tombent, elles fusionnent. Elles fusionnent. Est-ce que je me trompe? Toutes les galaxies se sont formées au début de l'univers, ou il y en a encore qui se forment de nos jours? Il y en a encore qui se forment de nos jours, mais la plupart quand même, la plupart se sont formées au début. Ce sont des galaxies. Alors, ce qui se forme d'abord, c'est les galaxies noires, en fait, parce que la matière ordinaire, elle est piégée avec la lumière. La lumière est quelque chose qui interagit avec la matière ordinaire, qui rayonne, qui absorbe, etc. Et les photons font comme une pression qui empêche la matière ordinaire de s'effondrer sur elle-même par sa propre gravité, tant qu'elle est ionisée. Alors, tant qu'elle est ionisée, ça dure jusqu'à ce que l'univers soit pas refroidi à 3000 degrés Kelvin. Et au-delà de 3000, la matière est complètement ionisée. Donc, il faut attendre à peu près 400 000 ans après le Big Bang pour que la température tombe en dessous de 3000 degrés K. Et à ce moment-là, l'hydrogène se forme, c'est-à-dire que le proton et l'électron va se recombiner pour former un atome d'hydrogène qui est neutre cette fois-ci. Et donc, la matière neutre interagit beaucoup moins avec la lumière. Et à ce moment-là, les photons n'empêchent plus la matière ordinaire de s'effondrer. Et ça va s'effondrer, évidemment, dans les puits de potentiel de matière noire qui ont déjà commencé à s'effondrer parce que eux, ils n'interagissent pas avec les photons. Oui. OK. Donc, il y a quand même des galaxies qui naissent aujourd'hui encore. Est-ce que les galaxies sont éternelles? Est-ce qu'une galaxie finit par s'éteindre, par disparaître? Alors, ça dépend ce qu'on appelle la mort d'une galaxie, mais certains appellent la mort lorsqu'elle ne forme plus d'étoiles. Alors, c'est vrai qu'il y a des galaxies elliptiques qui sont formées d'étoiles vieilles, qui sont formées au début de l'univers, qui sont rouges et qui sont appelées mortes par les astronomes. Mais la galaxie est toujours là, en quelque sorte. Oui. Alors, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort parce qu'on ne forme plus d'étoiles, on n'a plus de gaz. Et puis, ça, c'est vrai. Il y a la plupart des grosses galaxies sont mortes déjà. Okay. Et il y a aussi une mort qui sera dans beaucoup plus de milliards d'années lorsque l'énergie noire, qui forme une grande partie de l'univers aussi, aura accéléré l'expansion, accéléré, de manière à défaire en fait tous les structures, les grandes structures qui sont liées, comme les amas de galaxies qui vont se délier grâce à cette accélération de l'expansion qui va être exponentielle. Et à ce moment-là, même les galaxies vont être déchirées et détruites. Là, c'est la mort totale. Ça, c'est quoi, dans des centaines de milliards d'années? Ah oui, encore plus peut-être. Encore plus, OK. On n'en sait rien en fait tellement parce qu'il faut extrapoler là. Oui, OK. Non, parce que des fois que les gens seraient un peu inquiets de savoir que l'univers va... Non, il ne faut pas d'inquiétude à avoir. Un autre sujet d'inquiétude, je pense que c'est une découverte qu'on a faite dans les années 90, c'est-à-dire qu'au cœur de la plupart des galaxies, il y aurait des trous noirs. C'est le cas, hein? Oui, dans la plupart, en fait, la masse du trou noir supermassif qu'il y a dans chaque galaxie, au centre, elle est proportionnelle à la masse du bulbe. Donc, s'il n'y a pas de bulbe, il se peut qu'il n'y ait pas de trou noir très massif. Mais dès qu'il y a un petit bulbe, alors notre propre galaxie a un tout petit bulbe. Elle n'a pas un gros bulbe. Elle a un petit trou noir, mais enfin petit, ça veut dire quand même 4 millions de masses solaires. Et d'autres galaxies comme Messier 87, qui est au centre de l'amas de la Vierge, et dans le trou noir a fait l'objet d'une image, la première image d'un trou noir qui a été faite l'an dernier à peu près. Oui. Et ça, c'est une masse de trou noir de 6 milliards de masses solaires. Donc là, ce sont des trous noirs très gros parce que le bulbe est très gros. On nous présente souvent dans les médias les trous noirs comme étant un monstre qui dévore tout ce qui est autour de lui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait qu'il y aurait un trou noir au centre de notre galaxie? Risquons-nous d'être un jour avalés par ce trou noir? Ah non, pas du tout, parce que le rayon d'action de ce trou noir est tout petit. Le trou noir, même le milliard de masses solaires, le rayon d'action, c'est-à-dire là où on sent sa gravité et où on peut être avalé, ne sera même pas la taille du système solaire, ce qui est une tête d'épingle pour notre galaxie. Donc, il faut vraiment s'approcher très près pour sentir la gravité de ce trou noir. Donc, il y a aucun doute à avoir. On ne sera pas avalé du tout par les trous noirs. On est beaucoup trop loin. Trop loin. Est-ce que quand on a fait cette découverte-là qu'il y a au centre de la plupart des galaxies, dont la nôtre, un trou noir, est-ce que ça vous a étonné ou c'est quelque chose auquel vous attendiez un peu?
On s'attendait un peu, hein, parce que évidemment, on sait très bien qu'il y a beaucoup de trous noirs de petite taille, de masse stellaire. Pourquoi? Parce que des grosses étoiles en fin de vie, elles explosent en supernovae et une certaine, lorsque le résidu de cette étoile qui a explosé fait 1 à 3 masses stellaires, ça peut devenir un trou noir uniquement. Donc on sait qu'il y a des millions et des millions de petits trous noirs dans la Voie lactée qui se bougent comme les étoiles. Ils sont pas assez massifs pour tomber vers le centre par une friction dynamique. Et donc les gros trous noirs, il n'y en a qu'un par galaxie parce que par leur grosse masse, ils se freinent sur les autres étoiles et ils tombent vers le centre inexorablement. Donc on sait qu'il n'y a qu'un par galaxie qui soit supermassif et il est fatalement au centre. Oui, OK. Vous avez beaucoup parlé plusieurs fois dans notre exposé de la fameuse matière noire qui semble donc omniprésente et jouer un rôle très, très important dans les galaxies. Qu'est-ce que c'est la matière noire et quel est son rôle? Alors la première question, je n'en saurais pas répondre, hein, parce que nous savons toujours pas. C'est un piège que je vous ai tendu. C'est encore un mystère. Et en fait, je dirais plutôt que c'est pas une matière noire, mais une matière transparente, parce que il se peut qu'on en ait autour de nous, là, dans la pièce où vous êtes, dans la pièce où je suis, et on ne la voit pas. Donc elle est transparente, c'est-à-dire que tout passe, tout traverse, la lumière traverse comme un milieu transparent. Donc c'est ça la matière noire. On l'appelle noire parce qu'elle ne rayonne pas, mais en fait elle n'absorbe rien non plus. Elle n'interagit pas du tout avec la lumière, donc elle n'absorbe pas et elle est transparente. Donc cette matière transparente, pourquoi on en a besoin? On la voit pas, mais on la sent par les effets gravitationnels. Donc on sait par exemple que la matière, les étoiles, le gaz, notre Soleil par exemple, tourne autour du centre de la Voie lactée avec une vitesse, par exemple pour le Soleil, de 200 km par seconde. Et cette vitesse nous dit quelle est la masse qu'il y a à l'intérieur de ce rayon solaire. Et il y a beaucoup plus de masse que la masse visible. Donc on sait qu'il y a de la masse invisible, uniquement par ces effets gravitationnels. Le premier qui a vu ça, c'était Fred Zwicky, qui était astronome, c'était un Suisse, mais qui était en Californie et qui observait les amas de galaxies. En fait, il cherchait les supernovae, mais il regardait les amas pour voir. Et il a regardé l'amas de Coma. Il avait regardé les spectres et il voyait les vitesses des galaxies les unes par rapport aux autres étaient très grandes, 1000 km par seconde. Il se disait, pour retenir l'amas de Coma ensemble, il faudrait énormément de matière. Il fallait 500 fois plus de matière que la matière visible, qui est sous forme de galaxies, d'étoiles, etc. Et donc c'est le premier qui a eu l'idée de dire, bon, il y a beaucoup de matière noire, je sais pas ce que c'est, et il ne pensait pas que ce soit autre chose que la matière ordinaire. En fait, à cette époque-là, on ne pensait absolument à rien que de la matière ordinaire, c'est-à-dire des protons, des neutrons, la matière. Et jusqu'en 1985, on pensait toujours à cette matière noire comme faite de baryons. On dit baryons pour protons, neutrons, etc. La matière dont nous sommes faits. Et on pensait que c'était que des baryons. Et en 1985, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas être la matière ordinaire parce que justement, s'il n'y avait que cette matière ordinaire, on n'aurait pas de galaxie aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce qu'on commençait à essayer de sentir quelles étaient les premières fluctuations de densité qu'il y avait au début de l'univers, avant que les galaxies n'existent. Et ces fluctuations, elles étaient très, 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 très petites. Aujourd'hui, on sait, grâce à l'observation du fond diffus cosmologique, du fond en micro-ondes, qui est le vestige du Big Bang, on l'a observé avec les satellites COBE, avec les satellites WMAP, avec le satellite Planck récemment. Et on a observé que ces fluctuations du fond, elles sont à 1 pour 100 000. Quoi. Le contraste de densité 1 pour 100 000, c'est très, très, très homogène et il y a des fluctuations très faibles. Alors, dans un univers en expansion, la matière ne s'effondre pas de façon exponentielle comme une étoile dans une Voie lactée, par exemple. Lorsqu'on a un nuage de gaz dans notre galaxie, il va s'effondrer par sa propre gravité dès qu'il y a une masse qui est supérieure à la masse de Jeans, la masse critique, et tout d'un coup, l'effondrement est exponentiel parce que il y a que la gravité. Dans la Voie lactée, il n'y a pas d'expansion de l'univers. La Voie lactée est un système lié gravitationnellement. Par contre, dans l'univers, il y a une expansion, et l'expansion, elle empêche la matière de s'effondrer. Elle contredit la gravité en quelque sorte. Donc, c'est ça le grand problème de la formation des structures, c'est qu'il faudrait avoir beaucoup de temps. En fait, l'effondrement est linéaire, il se met linéaire en fonction du temps, en fonction de
l'expansion de l'univers. Et donc, on avait calculé que si il fallait attendre que la matière ordinaire se découple de la lumière 400 000 ans après le Big Bang, eh bien, on n'aurait pas de galaxie aujourd'hui. Et donc, il fallait absolument qu'on prenne de l'avance sur la matière ordinaire, donc par cette matière noire qui n'interagit pas avec la lumière et donc qui peut s'effondrer bien avant que la matière ordinaire puisse s'effondrer. Donc, c'est en 1985 qu'on a compris ça. Et qu'il fallait quelque chose qui soit complètement différent. Alors, la nature de ces particules, on n'en sait rien. Ça fait pas partie du modèle standard des particules qu'on a dans les accélérateurs. Il faut inventer autre chose. Oui. Et pour l'instant, on a inventé des choses, mais qui ne se sont pas vues dans les accélérateurs. Donc, on est en peine. Oui. Donc, on constate les effets et la présence d'une matière transparente, comme vous dites si bien. On constate l'existence, mais on ne sait pas de quoi elle est faite. Exactement. OK. Est-ce que c'est la grande question, vous qui vous spécialisez dans les galaxies, vous vous passionnez pour les galaxies, est-ce que c'est la grande question de l'heure ou ben donc il y a autre chose aussi qu'on cherche à comprendre, à découvrir, à savoir? Alors, il y a beaucoup de choses, hein, et comme justement, cette matière transparente, ça fait quand même des dizaines d'années que l'on est dessus, et qu'il ne semble pas qu'on aille la découvrir dans les dizaines d'années. Entre-temps, on fait autre chose. OK. Entre-temps, on fait autre chose. Par exemple, on aimerait connaître comment naissent, vivent et meurent les galaxies. Justement, on sait que, par exemple, il y a des petits nuages qui se forment au tout début de l'univers, dans le premier milliard d'années. Et puis, peu à peu, alors on pensait que c'est quelque chose qui se développe un peu bottom-up, c'est-à-dire par des petites structures qui fusionnent et qui font des grandes structures. Et ça, c'est vrai pour la matière noire. Quand on fait une simulation sur l'ordinateur, en effet, on a des petits de galaxies noires, en fait, qui se forment. Et puis, peu à peu, elles fusionnent, elles forment des grands halos de matière noire et puis elles forment les amas de galaxies après. Et ça, c'est vrai, on a ce système bottom-up pour la matière noire. Par contre, pour la matière visible, c'est le contraire. En fait, les grosses galaxies, elles se sont formées au début de l'univers. Les galaxies elliptiques, elles sont mortes aujourd'hui. Et tout ce qui forme des étoiles et qui se développe aujourd'hui, ce sont les galaxies naines. C'est les galaxies naines qui forment le plus d'étoiles, qui sont bleues et qui ont des étoiles très jeunes, des étoiles O et B. Et donc, c'est un paradoxe, en fait. Pourquoi on pensait qu'on formait les plus petites au début, puis ensuite les plus grosses aujourd'hui, et finalement, ce qu'on observe dans les galaxies, c'est le contraire. On forme les plus grosses autrefois et les plus petites aujourd'hui. Eh bien, c'est simplement parce que il y a un problème de surdensité. Au début, on a dans l'univers des régions surdenses et puis des vides, des régions sous-denses. Et ça va s'accentuer en plus en fonction de l'effondrement des structures. Donc, il y a des régions qui sont très, très denses et qui se forment très vite. En fait, c'est pareil pour les zones sous-denses, mais avec un temps beaucoup plus long. Et donc, les zones surdenses, tout se passe plus vite. Donc, on forme des petites galaxies qui fusionnent très vite en grosses galaxies, et puis tout d'un coup, qui s'arrêtent de former des étoiles parce qu'il n'y a plus de gaz, elles ont consommé tout leur gaz. Et puis, ça se forme dans les 3 premiers milliards d'années. Aujourd'hui, 13 milliards d'années après, on a toujours ces grosses galaxies elliptiques qui sont mortes depuis très longtemps. Et par contre, dans les régions sous-denses, alors ça prend du temps à se former, peu à peu, et on a encore des petites galaxies qui ensuite, dans le futur, vont fusionner et former des grosses et peut-être des elliptiques, mais avec un temps d'évolution beaucoup plus lent. Et c'est ça le problème. On aimerait connaître un peu plus ce qui fait que une galaxie soudain ne forme plus d'étoiles. On a remarqué qu'il y en avait quelques-unes qui avaient encore un peu de gaz et tout d'un coup ne formaient plus d'étoiles, et c'est ça qu'on aimerait un peu comprendre. Et évidemment, dans le fond, on a toujours ce problème de matière noire qui subsiste et qu'on est obligé de simuler sur les ordinateurs. Oui. Notre galaxie, c'est une galaxie moyenne, dans la fleur de l'âge, peut-être. Je veux dire, elle est loin d'être morte. Là. Il y a des nouvelles étoiles qui se forment, etc. Oui, il se forme 1 ou 2 étoiles par an, donc c'est pas beaucoup. Okay. Il y a des étoiles, il y a des galaxies qui forment des étoiles avec flambée de formation d'étoiles. Il y en a qui forment 1000 étoiles par an, donc c'est beaucoup plus que 1 à 2 pour la Voie lactée. Donc elle est très tranquille. Je dirais, elle est vraiment dans son hameau de groupe local avec Andromède, qui est la principale galaxie avec la Voie lactée du groupe local. On a ces 2 grosses, après on a la galaxie du Triangle. Donc on forme un tout petit hameau qui évolue lentement. Et évidemment, on va sans doute fusionner avec notre voisine Andromède dans un certain avenir, peut-être dans 2 ou 3 milliards d'années. Et on aura une grosse galaxie à la place, peut-être une galaxie elliptique.
Ça va être spectaculaire de voir venir Andromède s'approcher de nous, mais dans des milliards d'années, si nos arrière-petits-enfants existent encore. Voilà, on peut voir un grand paysage beaucoup plus joli que ce qu'on voit avec la Voie lactée. Absolument. Dis-moi, ce qui est amusant quand on fait un tour d'horizon de l'histoire d'astronomie ou même l'histoire de l'humanité, c'est qu'on s'est toujours cru au centre de l'univers. On avait des bonnes raisons de le penser, alors qu'en réalité, on est plutôt... on occupe toujours un endroit ordinaire, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire, en périphérie de la galaxie. On est tout sauf exceptionnel. Voilà, on est tout à fait ordinaire et même, je dirais que dans la distribution de masse des galaxies, on est exactement au milieu, c'est-à-dire au pic. On peut dire qu'il y a un pic de Gaussienne et puis on est au pic. Alors tout ça, c'est une question de probabilité parce que la probabilité qu'on soit exactement dans le pic où il y a le plus de galaxies possible, évidemment, est plus grande. Est plus élevée, exactement. C'est intéressant. Hein? Parfait. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On aura l'occasion sûrement de s'en reparler pour éclaircir certains mystères lorsque certaines découvertes seront faites. Écoutez, Madame Combe, je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment passionnant. Et merci de votre temps encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. En plus de s'être mérité plusieurs prix prestigieux, notre invitée est également éditrice de la revue scientifique européenne Astronomy and Astrophysics. Elle a rédigé de nombreux ouvrages, dont La Voie lactée, c'était en 2013, La matière noire, clé de l'univers en 2015, et tout récemment, en 2019, le Big Bang, dans la célèbre collection Que sais-je? Vous avez sûrement constaté, comme moi, que Professeur Combe traite de notions qui sont loin de notre quotidien, c'est le cas de le dire. Pour cette raison, pour vous aider à bien comprendre, on publie en même temps un fascicule qui reprend les propos de Professeur Combe et on y ajoute des explications et des illustrations. Donc ça, c'est disponible, ce fascicule, pour nos Patreons en exclusivité. Alors, il faut être membre de notre plateforme Patreon, le lien est dans la description. C'est donc pour 5$ et plus que ça devient disponible pour vous, un beau complément. D'ailleurs, je veux en profiter pour souhaiter la bienvenue à de nouveaux patrons. Ah oui, puis en passant, les patrons ont, sur la version Patreon, vous avez la version intégrale de l'entrevue qui est plus longue que la version pour ceux qui nous écoutent gratuitement. Donc voilà, petit cadeau pour vous. Et je veux donc souhaiter bienvenue à bord à Deluc, un nouveau patron, et qui nous donne plus que les 5$ minimum pour débloquer toutes les exclusivités. Merci beaucoup de ta générosité. Merci à Guillaume Laval. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à Denis Verret. Et bienvenue à Anzarcorp. Peut-être une nom de compagnie, je pense. Et bon, vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Hein? Puis, merci Anzarcorp qui nous donne aussi plus que 5$ par mois. Très apprécié. Bienvenue à Pierre-Luc Maillet aussi. Bienvenue à Richard Wallet. Et un merci tout spécial à un contributeur qui s'appelle Johan Loac et je voudrais même lui dédier cet épisode d'aujourd'hui qui nous a donné une donation très, très généreuse. Merci beaucoup. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.